Madame, Monsieur, bienvenue dans cet entretien exclusif de Gabon 24 avec un invité. Cette personnalité a accepté de répondre à nos questions. Il s'agit du président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur Séraphin Mundunga, qui, lui, depuis son retour en République gabonaise, n'a pas eu l'occasion de donner de la parole. C'est certainement donner quelques réserves, mais qu'à cela ne tienne, sur cet entretien exclusif de Gabon 24, c'est un honneur pour nous que de le recevoir. Bienvenue à vous dans cet entretien, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental. Merci et bienvenue évidemment au Conseil économique et social et merci pour cette interview qui va nous permettre de donner quelques éclairages aussi bien sur les questions nationales que sur les activités du Conseil économique et social et environnemental de la transition. Monsieur le Président, pour cette première partie d'émission, allons faire ensemble le bilan du CSE, dont vous êtes la première autorité. Un an après, comment se porte le Conseil économique, social et environnemental sous votre présidence, à vous qui avez été en exil durant de nombreuses années? Bien, mais le Conseil économique, social et environnemental de la transition, dont la direction m'a été confiée par le président de la République, chef de l'État, président de la transition, et l'ensemble du CETERI, depuis maintenant 1 an et demi, se porte à peu près bien au regard de la feuille de route qui nous a été confiée lors de la prise de fonctions et des activités que nous avions menées depuis lors. Comme vous le savez, le Conseil économique et social a une mission de conseil du gouvernement, de conseil des chambres du Parlement et bien sûr avec les ampliations au président de la République, chef de l'État, sur les questions économiques, les questions sociales, les questions environnementales. Et bien sûr que le Conseil économique et social, dans ce cadre de conseil, a donné 3 avis, principalement 3 avis. Un sur la loi des finances initiale 2024, la loi des finances rectificatives 2024 et la loi des finances initiale 2025. Et à côté dans le cadre de ces missions de conseil, le Conseil économique et social peut se saisir d'un certain nombre de sujets pour faire des propositions au gouvernement, au Parlement. L'une des propositions phares qui a été élaborée par le Conseil économique, c'est la contribution du CSE au dialogue national, au même titre que toutes les contributions qui ont été faites par les autres institutions de la République, par les particuliers. Le Conseil économique et social y a envoyé une importante contribution portant aussi bien sur les questions économiques, sociales, culturelles et environnementales, mais aussi sur les questions politiques, notamment dans la perspective de voir un ensemble de propositions être prises en compte dans la nouvelle Constitution. Comme vous le savez, la constitution d'un pays, c'est le premier contrat social. Qui dit contrat social, dit implication forcément du Conseil économique, social et environnemental. Docteur Séraphin Mundunga, je n'ai pas envie d'aborder d'autres aspects puisque nous aurons le temps de le faire ensemble en deuxième partie de cette émission, mais revenons tout de même sur la responsabilité du CSE aujourd'hui. Vous venez d'évoquer quelques éléments, sauf qu'en période de crise au Gabon, il a souvent été constaté, sous l'ancien régime, que le Conseil économique, social et environnemental était un peu inactif. Pendant qu'au sein de cette institution, il y avait des représentants de la société civile. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mais ce qui a changé, c'est que, comme pour toutes les autres institutions, y compris le Parlement, y compris les citoyens dans leur ensemble, lorsque un régime vire vers une sorte de dictature, il n'y a plus de consultation d'autres institutions, il n'y a plus de fonctionnement régulier d'autres institutions, au point où l'ensemble des pouvoirs sont concentrés par un petit noyau, ce noyau qui a mis le pays totalement en lambeaux et qui a heureusement été déchu dans le cadre du coup de libération du 30 août de 2023. Et donc le Conseil économique et social n'était pas inactif, les différents bureaux étaient bien là, les membres du Conseil économique et social disposaient, l'administration du Conseil économique et social disposait, sauf qu'il était constaté par moment, et c'est le point qui nous a été fait, qu'un ensemble de questions pour lesquelles le Conseil économique et social devrait être obligatoirement consulté, tel que prévu dans les dispositions de la Constitution, malheureusement, le Conseil n'était plus consulté de façon fréquente.
Et bien sûr, ça donnait l'impression que le Conseil économique et social ne faisait pas son travail, mais en fait, il s'agissait d'une marginalisation que subissait aussi le Parlement, qui était aussi devenu une chambre d'enregistrement. Alors, qu'est-ce qui change véritablement? J'insiste sur cette question. Parce qu'on change... parle d'une institution consultative, Monsieur le Président, oui. Mais en période de transition, sous le coup de la libération, on devrait avoir certainement Ce qui change de façon fondamentale, c'est que les principales autorités de la transition, donc le CETERI et le président de la République, chef de l'État, président de la transition, ont pris l'engagement de faire en sorte que leur coup de libération puisse aboutir à la restauration des institutions. Et dans ce processus de restauration des institutions, le Conseil économique et social, désormais, joue pleinement son rôle, en tout cas pour la période de transition. Et comme vous pouvez le constater, à chaque fois qu'il y a un projet de loi de finances initiale ou rectificative, le Conseil économique et social est immédiatement sollicité. Lorsque le ministère en charge de la planification lance un ensemble de projets ou de processus en matière notamment du programme de la transition, là également le Conseil économique et social a été sollicité, d'ailleurs en amont, pour participer à la conception même et la consolidation du programme. Et puis, au fur et à mesure, le Conseil continue à être consulté. Et ensuite, vous avez suivi, lors de la présentation de vœux au président de la République, chef de l'État, pas cette fois-ci, mais en janvier 2024, le président, dans la réponse aux vœux présentés par le Conseil économique, social et environnemental, a pris position pour annoncer aux membres du Conseil et à la face du monde que désormais, le Conseil économique, social et environnemental sera consulté et ses avis seront pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de gouvernement. Alors, lorsque l'on regarde le processus de la transition, partons par exemple de ces avis donnés par des Gabonais avant le dialogue national inclusif, le déroulement du dialogue national inclusif, la société civile dans son grand nombre a pris part à cette grand-messe, et puis on regarde encore la suite des événements, le référendum et autres. Comment le Conseil économique, social, environnemental est parvenu à faire des propositions et quelles ont été les propositions phares du CSE dont vous êtes le président? Avant même de donner les éléments sur les propositions phares du Conseil économique et social dans le cadre de la Constitution, il faut déjà préciser que le Conseil économique et social a été auditionné devant l'Assemblée constituante réunie au niveau de son bureau sur un ensemble de questions pour lesquelles la constituante avait besoin d'avoir les avis du Conseil économique, social et environnemental de la transition, notamment sur les questions de régime politique, sur les questions de la séparation de pouvoir, notamment. Et là, le Conseil économique et social est arrivé avec une position qui permettait aux constituants de pouvoir faire le choix le plus indiqué en présentant pour chaque type de régime, d'ailleurs on leur avait rappelé qu'il n'y avait que deux régimes, le troisième régime est un régime hybride, on ne va pas revenir là-dessus sauf pour vous poser des questions particulières. Ce sera en deuxième partie de cette émission, voilà. je vous rassure. Donc là, sur ces questions précises, nous avons pour chaque situation de chaque type de régime politique mis sur la table les avantages et les inconvénients de chaque régime politique en charge pour les constituants de choisir en connaissance des causes. Alors, entre autres. Oui, mais comment Séraphin Mundunga, vous qui êtes le président de cette institution, comment envisagez-vous de reformer le rôle justement du CSE dans l'élaboration des politiques publiques au Gabon? Mais le rôle du CSE a déjà été renforcé dans la nouvelle constitution qui venait d'être adoptée par le Parlement et promulguée adoptée par référendum et promulguée par le président de la République. Comme vous les avez bien suivi, le Conseil économique, social et environnemental est désormais le Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont la mise en application va commencer à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution et donc dans le cadre de la mise en place du Conseil économique, social et environnemental post-transition, qui s'appellera non plus le CSE désormais, plutôt à partir de l'application de la Constitution, mais plutôt le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC. Et pour le moment, il y a quelques courriers que je reçois qui sont adressés au président du CESEC. Non, pour le moment, ce n'est pas encore le CESEC. Nous sommes Conseil économique, social et environnemental de la transition. Le CESEC sera le prochain conseil qui sera mis en place après la période de transition.
Mais qu'est-ce qui change? Ce qui change fondamentalement, c'est que, au-delà des questions économiques, sociales et environnementales, dont le Conseil économique était jusqu'à présent peu compétent, il s'ajoute des prérogatives en matière culturelle pour mettre en valeur beaucoup plus la culture gabonaise, notamment en termes de symboles et d'euros gabonais, en termes de valeurs culturelles nationales. Sauf qu'on parlera toujours de consultation. Bien sûr que ce sera toujours la consultation, mais bien sûr cette consultation... Est-ce que ça ne limite pas justement le niveau de responsabilité de ces personnes qui représentent toutes les couches sociales? Bon, le Conseil économique et social n'est pas une troisième chambre du Parlement. C'est un conseiller du gouvernement, conseiller du Parlement et conseiller désormais du président de la République, parce que désormais, le Conseil économique et social interagira avec la nouvelle Constitution, directement avec le président de la République. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle Constitution, aussi bien le président de la République que le gouvernement et le Parlement, ils sont tenus de répondre aux différents avis du Conseil économique et social et aux propositions du Conseil économique et social dans un délai prévu par la Constitution. Alors, ce qui n'était pas la même chose par le passé. Et ensuite, les avis du Conseil économique et social étant des avis publics, lorsque ces avis ou ces propositions sont adressées au gouvernement, c'est su par l'ensemble du public. Et bien sûr, si le gouvernement ne les prend pas en compte, au moins, les gens se souviendront que le Conseil économique et social a fait de bonnes propositions, mais qui n'ont pas été prises en compte. Et voilà les conséquences qui en découlent. Alors, ce qui permet au gouvernement, bien sûr, qui donne la possibilité au gouvernement de se ressaisir, de sorte que pour le futur, ils essayent soit de tenir compte des premières propositions ou des premiers avis, ou encore des avis suivants. Vous annoncez, je vous laisse poursuivre. Comme vous le savez, tout rôle de conseil, comme le rôle de conseil juridique que joue le Conseil d'État auprès du gouvernement, ou comme le rôle de conseil financier et comptable que joue la Cour des comptes, les avis ne sont pas des avis conformes, ce sont des avis consultatifs et il revient au gouvernement de regarder la faisabilité. Parce que placés, ils sont aussi, il faut le dire, aussi bien au Parlement que je connais, parce que j'ai été au Parlement pendant plusieurs années, que le gouvernement où j'ai également siégé, ce qui peut paraître évident par les gens qui regardent les choses de l'extérieur ne peut pas forcément être de la même évidence lorsqu'on a les manettes et qu'on a le nez dans le guidon. Mais justement, allons prendre des cas pratiques, des exemples. Lorsque l'on parle d'équité sociale, en parlant du Conseil économique, social et environnemental pour le moment actuel, mais en réalité, qu'est-ce qui aura évolué comparativement aux années antérieures quand on parle d'équité sociale? Mais parler d'équité sociale, il faut déjà expliquer dans quel contexte équité sociale, sur quelles questions particulières. On ne peut pas parler d'équité sociale dans la généralité. Le Conseil économique, social et environnemental, sur les questions sociales, doit, par exemple, faire des propositions sur les questions liées, par exemple, au coût de la vie, sur les questions liées au pouvoir d'achat des Gabonaises et des Gabonais, sur les questions liées à la souveraineté alimentaire, que les uns et les autres appellent la sécurité alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire, mais que nous préférons parler beaucoup plus de souveraineté alimentaire, parce que lorsque vous n'êtes pas capable de vous nourrir par vous-même, vous ne pouvez pas prétendre à une sorte d'autonomie. Et qu'à tout moment, les autres sont capables de vous soumettre à une diète, et ça vous empêchera de continuer à faire prévaloir même la question même de souveraineté nationale. Donc le Conseil économique et social sur toutes ces questions fait des propositions au fur et à mesure, soit de façon autonome, soit sur proposition du gouvernement. Mais entre les propositions que vous faites et les moyens dont le gouvernement dispose pour répondre aux propositions que vous faites ou aux aspirations exprimées par la population dans son entièreté, et bien sûr, il y a la nécessité soit de faire des planifications sur une année ou des planifications pluriannuelles. Et c'est ce qui peut faire croire, notamment à l'opinion, que tel avis qui a été donné par le Conseil économique et social et qui a été rendu public n'est pas pris en compte, alors même qu'il y a une programmation, donc sur
une année, 2 ans ou 3 ans. Et malheureusement, les gens peuvent croire que ce n'est pas pris en compte, alors que le processus de prise en compte est étalé dans le temps. Mais docteur Séraphin Mundunga, vous me permettrez de vous appeler ainsi. Il y a quand même que, au niveau de la représentativité, au sein du Conseil économique, social et environnemental, pour les temps actuels, malheureusement, certains arrivent à être élus de centrales syndicales sans qu'en vérité, ils ne fassent l'unanimité. Est-ce que à ce niveau également, il y a une piste de solution véritable qui soit trouvée? Parce qu'au Gabon, il y a des conseillers, membres du Conseil économique, social et environnemental, qui ont occupé cette fonction de conseiller durant de nombreuses années, sans que sur le terrain, il y ait une véritable répercussion. Est-ce qu'il y aura un filtre désormais qui sera mis en place, ou alors, au grand bonheur la chance, celui qui gère un syndicat ou alors une centrale syndicale va continuer à se retrouver membre du Conseil économique, social et environnemental? Je ne veux pas citer de nom, pour ne pas justement heurter la sensibilité des uns et des autres. D'accord, je vous comprends bien, mais peut-être qu'il s'agit des conseils économiques et sociaux des mandatures précédentes. Mais pour ce qui concerne le Conseil économique, social et environnemental de la transition, les différents membres ont été nommés par le président de la République sur proposition du CTRI, avec bien sûr la participation du président du Conseil économique et social qui avait été nommé un peu plus tôt. Qu'est-ce qui est prévu justement? Ces nominations ont tenu compte de la représentativité de l'ensemble des couches sociales. Et que nous sommes, n'oubliez pas, que l'un des principes les plus importants de cette période de transition, c'est le principe d'inclusivité. Et cette inclusivité fait en sorte qu'au sein du Conseil économique, social et environnemental de la transition, tel qu'il est composé depuis le mois de septembre 2023, il y a l'ensemble des couches sociales. Nous avons des représentants des syndicats, nous avons les représentants du patronat, nous avons les représentants de confessions religieuses, nous avons même les représentants des organisations culturelles. Donc il y a une exclusivité totale où tout le monde est représenté. Maintenant, en ce qui concerne le futur conseil qui s'appellera Conseil économique, social et environnemental et culturel, là également, la Constitution de la République a dégagé les grandes lignes de la composition du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et qui, dans le cadre de ces grandes lignes, il sera adopté, bien sûr, dès que la Constitution entre en vigueur, il sera adopté une loi organique, puisque la Constitution renvoie à une loi organique quant aux modalités de désignation des membres du Conseil économique et social, quant au fonctionnement de ce Conseil économique, social et environnemental et culturel. Donc cette loi organique va préciser dans les détails comment les différents membres du corps social vont-ils être sollicités et mis à contribution pour désigner leurs représentants qui feront l'objet d'une nomination par l'exécutif. Et bien sûr, dans le cadre de cette loi organique, il sera également précisé quelles doivent être les interactions et les synergies à développer et à mettre en place et à développer entre le Conseil économique, social, environnemental et culturel et l'ensemble de structures du corps social, aussi bien les syndicats, le patronat, les organisations religieuses, les organisations philosophiques, les organisations traditionnelles et bien d'autres organisations non gouvernementales. Donc, pour le moment, il faut simplement que nous attendions le lancement du processus d'adoption de la loi organique en application de la nouvelle Constitution et bien sûr l'adoption également du prochain règlement intérieur qui va articuler tout cela et déterminer comment le Conseil. Mais nous pensons que dans cette perspective, il sera établi des synergies, comme je le disais tout à l'heure, qui permettront au Conseil économique et social d'interagir directement avec ces structures sur le terrain. Pour le moment, la seule façon qu'ils avaient d'interagir, c'était à l'occasion des missions de recueil des aspirations du corps social, en particulier, et de l'ensemble de la population en général, pour constituer un recueil à mettre à la disposition du gouvernement. Ce que nous n'avons pas fait pendant la période de la transition, étant entendu que le budget ne le permettait pas. Mais justement, docteur Séraphin Mundunga, il n'y a que la représentation des couches sociales au niveau du Conseil économique, social et environnemental aurait sans nul doute permis
que des mouvements de grève ou alors, à l'occasion de certaines crises, le Conseil économique et social intervienne. Est-ce que durant ces 16 derniers mois, ces 14 derniers mois, allais-je dire, finalement, il y a eu des dossiers sur lesquels votre institution s'est penchée, par exemple? Parce qu'on va pas non plus dire que la transition en elle-même a été une année de roses et de pétales. Bien sûr, je crois que justement, il y a beaucoup de confusions qui sont faites. Lorsqu'il y a éventuellement des mouvements de grève, les préavis des grèves ne sont pas adressés au Conseil économique et social. Les mouvements de grève, c'est une question qui se passe entre les salariés et les... Mais qui sont membres des centrales syndicales. Les salariés et les employeurs. Qui sont les employeurs sont les entreprises du secteur privé. Les employeurs, ceux aussi, l'administration publique. Et bien sûr, l'administration publique, lorsque des problèmes sont posés, ils ne les ont pas épuisés. S'ils n'ont pas demandé la médiation du Conseil économique, social et environnemental, le Conseil ne peut pas s'auto-saisir pour aller régler des problèmes qu'il Est-ce qu'il ne faudrait pas... On peut éventuellement suggérer des solutions en envoyant des propositions aux membres du gouvernement concerné ou éventuellement à une grande entreprise concernée, mais sans nous immixer dans la gestion au quotidien des entreprises ou des administrations. Non. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des mécanismes qui permettraient que le Conseil économique, social et environnemental se saisisse d'un dossier, d'une crise, d'un mouvement d'humeur ou alors d'une incompréhension sur le front social, puisqu'au sein de cette institution, il y a quand même des représentations de tous les secteurs sociaux. Nous sommes là pour guider le gouvernement, pour conseiller le gouvernement en matière de politique économique, de politique sociale, de politique culturelle et de politique environnementale, et non pas dans la gestion au quotidien de la cité. Alors, dans le cadre, par exemple, de l'environnement, qu'est-ce qui a été fait de façon concrète durant ces derniers mois au sein du Conseil économique et social? Durant ces derniers mois, nous avons, par exemple, vous savez, les questions de l'environnement, ce sont des questions qui ne sont pas forcément environnement. Vous avez suivi dans ma dernière intervention à l'occasion de la cérémonie de vœux au chef de l'État, le Conseil économique et social, en dehors des aspects liés à la Constitution qui est un contrat social et pour lequel certaines personnes s'interrogeaient, mais pourquoi le Conseil économique et social, qui n'est pas là pour des questions politiques, s'intéresse-t-il à la Constitution? Mais parce que la Constitution, c'est un contrat social. Et qui dit contrat social dit, bien sûr, question à dominante économique, question à dominante sociale. Et donc, en dehors de ces aspects constitutionnels, j'ai évoqué dans le discours pour d'abord la satisfaction que le président de la République, chef de l'État, ait mis un accent particulier sur le renforcement de la production en hydroélectricité de notre pays. Ce qui est une électricité propre et une électricité renouvelable. Donc en phase totalement avec les engagements du Gabon au niveau de l'accord de Paris et bien sûr au niveau aujourd'hui de la perspective qui a été dégagé par la COP28 de mettre un terme à la production des hydrocarbures, notamment les énergies fossiles. Et là, dans cette perspective, nous avons salué que le président de la République, chef de l'État, ait mis l'accent particulier pour le renforcement de la production hydroélectrique, notamment avec le prochain barrage hydroélectrique de Boué. Et en même temps, nous avons suggéré qu'il faut également regarder comment faire en sorte qu'on puisse verdir la mobilité en République gabonaise en mettant un accent sur la question de l'hydrogène pour faire du Gabon l'un des pionniers en matière de l'hydrogène vert et bien sûr aussi de l'hydrogène naturel. Alors, Monsieur le Président, nous arrivons quasiment au terme de cette première partie de cet entretien exclusif. Dites-nous comment la collaboration se fait actuellement avec les autres institutions. On l'a vu un peu, cette collaboration sous l'Ancien Régime, aujourd'hui sous le CTRI. Comment cela se déroule? Alors, la collaboration avec les autres institutions est une bonne collaboration, comme je vous le disais tout à l'heure. La preuve, c'est que pour tous les projets de loi de finances qui ont été adoptés, aussi bien la loi de finances initiale 2024 que la rectificative 2024 et la loi de finances initiale 2025, contrairement au régime déchu,
pendant la période de transition, le Conseil économique et social a été consulté par le gouvernement. Et en même temps, je vous ai dit tout à l'heure que les contributions du Conseil économique, social et environnemental de la transition au dialogue national ont été prises en compte par le dialogue national et d'ailleurs prises en compte également par le projet de rédaction par le comité de rédaction de l'avant-projet de constitution et aujourd'hui aussi par les rédacteurs et délibérateurs du nouveau code électoral. Donc vous voyez bien que les relations sont bonnes, aussi bien avec le gouvernement qu'avec les deux chambres du Parlement, mais bien sûr aussi avec les autres institutions. Nous avons par exemple la Cour constitutionnelle qui a examiné notre projet de règlement intérieur qui avait été soumis à cette institution conformément à la Constitution de 1991 pour que cette institution puisse se prononcer sur le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental de la transition. Là également, la contribution a été bonne. Non seulement la Cour constitutionnelle a approuvé notre projet de règlement intérieur, mais également nous a orientés et aidés dans la formulation de certains articles qui ont été donc amendés conséquemment. Alors, j'ai envie de vous titiller un peu avant la fin de cette première partie de cet entretien. Séraphin Mundunga, on sait un peu la carrière de l'homme politique avant son exil en France. Est-ce qu'aujourd'hui, Séraphin Mundunga, qui est un fin politicien, se sent bien en tant que président du Conseil économique, social et environnemental, institution qui a souvent été qualifiée comme un peu le tiroir pour la retraite lorsqu'on n'en veut plus? Comprenez la caricature, Monsieur le Président. Quand vous me regardez, est-ce que je me sens bien ou pas? Bon, comme c'est vous qui posez des questions et moi je vais répondre, vous pourrez être sûr que dès l'instant où j'ai accepté d'exercer une fonction, c'est que je me sens forcément bien. Et pour quelqu'un qui a déjà démissionné de votre fonction dans ce pays, s'il accepte une fonction et qu'il l'exerce sans démissionner, c'est qu'il se sent bien. Et justement, c'est en deuxième partie de cette émission. Monsieur le Président Séraphin Mundunga, président du Conseil économique, social et environnemental du Gabon, que nous reviendrons sur l'actualité politique nationale. Avec vous, puisque nous vous avons suivi lors de votre allocution durant la cérémonie de vœux au couple présidentiel au Gabon. La suite, c'est dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. Madame, Messieurs, deuxième partie de cet entretien exclusif avec le président du Conseil économique, social et environnemental, le docteur Séraphin Mundunga, qui a accepté notre invitation. Avec lui, nous abordons cette fois-ci le contexte politique national. Monsieur le Président, en parlant de ce contexte politique national, quel regard portez-vous sur les actions à fort impact social du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, depuis le coup de la libération? Mais le regard qu'on peut porter sur les actes sociaux posés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions sous la houlette du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un regard positif, mais un regard de satisfaction en même temps, pour constater qu'en si peu de temps, un ensemble d'actes ont été posés allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Comme vous le savez, le Gabon a passé plusieurs années sans plus qu'il y ait la possibilité de recruter des jeunes cadres gabonais dans l'administration gabonaise. Et là, le Comité de la transition et de la restauration des institutions, sous les instructions du chef de l'État, a décidé d'ouvrir à nouveau la fonction publique aux Gabonaises et aux Gabonais sortant des différentes écoles nationales et à l'extérieur. L'autre chose, c'est que les situations administratives de tous les agents de l'État étaient bloquées pendant plusieurs années. Et là également, le verrou a été levé et les situations administratives sont en processus de régularisation. En même temps, les rappels des soldes qui étaient bloqués sont en cours de paiement au niveau du Conseil économique et social. J'ai eu les premiers comptes rendus qui ont été faits par la responsable de l'administration, qui est le secrétaire général, indiquant que beaucoup d'agents avaient perçu leur rappel des soldes. Il y a la bourse des étudiants, plutôt la bourse des élèves, des lycées, des collèges. Vous savez, dans une société, la société c'est comme une famille.
Un chef de famille, ce n'est pas parce qu'il y a la famine dans la maison que le chef de famille va aller mettre la main dans plutôt dans la purée des tarots qui étaient réservés pour le bébé que vous avez à la maison. Et puis lorsque la mère arrive, le papa dit mais la purée a disparu alors que le bébé continue à pleurer de faim. C'est ce que nous avons fait dans notre pays. On va prendre la nourriture qui est réservée à nos enfants qui sont dans les lycées et collèges, laissant les enfants dans une situation de déshérence et de précarité absolue, alors que pour nous qui sommes des enfants des ruraux, nous savons que c'est grâce à la bourse d'études, c'est grâce à l'internat que nous avons pu quand même faire quelques classes et que nous sommes peut-être devenus ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Je peux citer bien d'autres choses. Regardez le réseau routier national et les réseaux routiers urbains. Il y a en si peu de temps, beaucoup de routes qui étaient abandonnées sont aujourd'hui praticables en toute saison et le processus donc de réhabilitation des voies routières au niveau urbain comme au niveau national et même au niveau rural, le processus est en cours. Il y a encore beaucoup à faire, mais ce qui a commencé à être fait suscite de l'espoir dans la population, suscite de l'espoir en tout cas au niveau également du Conseil économique et social dont les membres observent ce qui se passe sur le terrain. Je peux peut-être citer plein de choses, mais pour le moment, on peut s'en tenir cela. Il reste que beaucoup de choses sont à faire, notamment cette question de l'eau et de l'électricité. Mais l'eau et l'électricité, comme je le disais dans mon intervention pendant la cérémonie de vœux, l'eau et l'électricité, c'est un malade de longue durée. Cette ASCG a été saccagée par le pouvoir déchu. Et dans l'instant où c'était malade de longue durée, le traitement nécessite également un traitement de longue durée. Il faut que nous ayons la patience d'attendre. C'est difficile d'attendre, mais il faut construire de nouveaux barrages hydroélectriques. Et le président a annoncé le barrage hydroélectrique de Boué. Il faut construire d'autres centrales, notamment des centrales à gaz. Et il y a un projet de centrale à gaz qui est en cours de réalisation au niveau de Mayumba. Il faut construire, il y a également un barrage hydroélectrique qui est en train d'être construit en aval du barrage de Kingele. Il y a un ensemble de projets qui ont été envisagés. Il faut que les travaux du barrage de F2 puissent commencer et aller à leur terme, y compris de la chute de l'impératrice Eugénie et bien d'autres chutes qui sont propices à la production de l'hydroélectricité, aussi bien dans l'estuaire que dans les autres provinces du Gabon. Vous qui connaissez un tout petit peu l'appareil étatique, sinon gouvernemental au Gabon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné véritablement pour que ce qu'apporte aujourd'hui le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, semble apparaître un peu comme de la magie? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est que les gouvernants ont cessé d'être à la disposition du peuple, ont cessé d'être au service du peuple, plutôt pour atteindre des objectifs de prestige ou de prospérité exclusivement personnels, sans tenir compte de la nécessité de répondre aux aspirations du peuple dans un pays qui est doté par la nature. On vous a vu, par exemple, vous, démissionner et quitter le Gabon, manu militari, et dans des conditions que nous, on ignore jusqu'à ce jour. Mais comment vous avez vécu tout cela? On va peut-être en parler un peu plus loin, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable et appelé à démissionner, parce que tout simplement, ils ne croyaient pas que tous ceux qui étaient aussi bien au Parlement qu'au gouvernement, que tous cautionnaient ce qui se passait, mais les uns et les autres, le plus grand nombre, étaient malheureusement tenus de se taire, parce que cela dépendait de leur vie et de leur survie également politique, mais y compris de leur vie physique. À partir de ce moment, on ne doit pas lancer les cailloux sur tout le monde. Il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se faisait, qui le dénonçaient de l'intérieur sans pour autant que ça ne soit su de l'extérieur. Il y en a d'autres qui le dénonçaient au sein du Parti démocratique gabonais et qui d'ailleurs, certains d'entre eux, ont été exclus du Parti démocratique gabonais beaucoup de temps même avant que moi je ne démissionne. Donc les débats existaient et malheureusement, il a été avéré que pendant les 12 dernières années, principalement les 12 dernières années, les principaux dirigeants du pays ne s'intéressaient plus aux questions du pays, mais plutôt à leur propre réalisation personnelle et peut-être professionnelle, puisque beaucoup d'entre eux peut-être n'avaient pas eu encore l'occasion d'avoir à se réaliser professionnellement ou personnellement. Monsieur le Président, Docteur Séraphin Mundunga, lorsque l'on parle du CTRI et des actions que vous venez d'énumérer, il y a que certains acteurs politiques estiment qu'il s'agit
pour la première responsabilité de CCTRI de la restauration des institutions et non de la construction de routes, d'un apport véritable sur le plan social. Que répondre à cela? Ce qu'il faut répondre à cela, c'est que la restauration des institutions passe aussi par la capacité des institutions à être légitimes vis-à-vis du peuple. D'accord. Et cette légitimité dépend de la façon dont ces institutions qu'on est en train de restaurer prennent en compte les aspirations du peuple. Et les aspirations du peuple, c'est la route, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le pouvoir d'achat. La restauration des institutions, c'est également l'habitat. La restauration des institutions, c'est donc aussi tout un ensemble de mesures économiques, de mesures sociales qu'il faut prendre pour que les populations se reconnaissent dans les institutions en cours de restauration. Mais faire simplement la restauration pour la restauration, sans restaurer les attentes du peuple, vous pourrez être sûr que vous n'aurez pas la légitimité populaire. Et la légitimité qu'il faut. Et là aussi, on peut en revenir si on doit citer quelques exemples de transitions qui ont réussi dans le monde, aussi bien en Afrique qu'au niveau international. Vous comprendrez que toutes les transitions qui réussissent, ce sont celles qui prennent en compte les questions politiques, les questions économiques, les questions sociales, les questions culturelles et même les questions environnementales. Est-ce à dire qu'il est normal que pendant une période de transition, pour le cas du Gabon par exemple, pour ne pas le citer, l'on puisse se concentrer également sur les questions sociales pendant que l'on pense à la restauration des institutions? Mais vous n'allez pas restaurer une institution qu'on appelle le gouvernement si pendant tout le temps où vous êtes en train de restaurer le gouvernement, ce gouvernement n'est pas capable de répondre aux attentes les plus élémentaires des populations. La preuve, c'est que lorsqu'il y a des coupures intempestives d'électricité, la population a des détresses. Détresse par rapport à l'électricité, détresse hydrique par rapport au manque d'eau. Un pays particulier qu'on appelle le Gabon, où il pleut sur le toit, mais sous le toit, quand vous ouvrez le robinet, il n'y a pas d'eau. À partir de ce moment, comment pourriez-vous expliquer aux populations que vous allez seulement vous occuper à restaurer le gouvernement sans donner à ce gouvernement les moyens pour répondre aux attentes les plus élémentaires des populations? C'est pour cela que tout cela doit aller de pair. Tout cela doit aller de pair parce que lorsque quelqu'un a un problème au niveau, par exemple, de son appareil digestif, vous pourrez être sûr que quand on a quelques soucis au niveau du ventre, lorsque vous êtes en train de réfléchir ou de mener un travail intellectuel, votre cerveau est un peu perturbé. La société est un tout, de la même manière que le corps humain est un tout. Lorsqu'on est malade au niveau de la jambe, il faut en même temps s'occuper de la tête. Docteur Séraphin Mundunga, je ne vais pas vous rappeler le processus de la transition, mais qu'à cela ne tienne, il y a que cette transition a bien débuté par une étape bien précise, jusqu'à la promulgation de la nouvelle Constitution. Parlons de cette nouvelle Constitution. Aujourd'hui, comment qualifierez-vous celle-ci? Est-ce qu'il y a une évolution comparativement à celle des années antérieures, notamment celle de 91, ou alors c'est un recul de la démocratie? Non, c'est une avancée démocratique importante et ça, on l'avait déjà longuement indiqué, comme dans le discours de vœux, d'ailleurs je l'ai indiqué, qu'il n'y a que deux régimes politiques possibles dans une démocratie. C'est le régime parlementaire où le Parlement apparaît à l'apparence être assez fort et le régime présidentiel. Le régime parlementaire, et au milieu de deux régimes, il y a un régime hybride qui a été inventé circonstanciellement par la France en 1958 sous le général de Gaulle. Il a inventé ce régime hybride qu'on appelle le régime semi-présidentiel pour sortir de l'instabilité du régime parlementaire qu'était le régime de la 4e République française. Et ce régime de semi-présidentiel, qui est une hybridité, n'existe qu'en France et dans les anciennes colonies françaises et nulle part ailleurs, où vous avez un président de la République élu au suffrage universel direct, assisté d'un Premier ministre qui le nomme lui-même, mais dont la Constitution dit que ce Premier ministre partage le pouvoir exécutif avec le président de la République qui l'a nommé. Ça n'existe qu'en France et dans les colonies françaises. Et c'est ce régime que nous avions copié au Gabon à partir de 1975. Même si le Premier ministre de 1975, qui était le Modiam, n'était pas au départ
en même temps chef du gouvernement, puisqu'il est devenu chef du gouvernement quelques années plus tard, autour des années 1980-1981. Et avant que nous n'adoptions ce régime semi-présidentiel, le Gabon a inauguré le processus d'indépendance sous un régime parlementaire. Oui. Et ce régime parlementaire a continué pendant une bonne période jusqu'à ce qu'on amorce le régime présidentiel lorsque le président Léomba s'est présenté à l'élection présidentielle de 1967 en ticket avec un vice-président de la République, Albert Bernard Bongo, devenu plus tard Omar Bongo. Ils se sont présentés donc en binôme en 1967, Léomba, candidat pour être président de la République, Albert Bernard Bongo, candidat aux fonctions de vice-président de la République. Ouais. Lorsque, fin 1967, le président Léomba meurt, conformément aux dispositions de la Constitution, le vice-président de la République, élu en même temps que lui, a continué le mandat commencé. Et lorsqu'il est arrivé au terme de ce mandat, nous étions sous régime présidentiel, et c'est le même régime présidentiel dont nous parlons aujourd'hui, avec quelques nuances dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on arrive au terme de cette première expérience de régime présidentiel, qui venait après l'expérience du régime parlementaire, et le régime parlementaire, si on l'a abandonné, c'est parce que ça créait l'instabilité, qui était une instabilité qui était à la limite, à l'identique de l'instabilité de la 4e République française, qui était également un régime parlementaire. D'accord. Donc, lorsque le président Albert Bernard Bongo, à la fin du mandat sous-régime présidentiel, donc qu'il avait terminé après la mort du président Léomba, on arrive donc au terme de ce mandat et qu'on organise les nouvelles élections présidentielles. Avant ces élections présidentielles, en 1968, il dissout l'ensemble des partis politiques, crée le Parti démocratique gabonais en instituant le système de parti unique pour permettre au Gabon de s'unifier d'abord avant de pouvoir peut-être envisager d'autres perspectives. Et c'est sous ce régime de parti unique que la nouvelle élection présidentielle est organisée. Et bien sûr, il n'y a plus de vice-président de la République en ticket avec le président de la République. Et lorsque l'élection présidentielle est proclamée, le président Albert Bernard Bongo devient président de la République sous cette forme de mandat de parti unique. Et en 1975, il nomme un premier ministre, qui est seulement premier ministre, mais sans être chef du gouvernement. Et en 80-81, le Premier ministre devient chef du gouvernement par une révision constitutionnelle. Et c'est ce processus qui va continuer jusqu'en 1990 pour que, grâce à la conférence nationale et à l'ouverture démocratique qui en découle, avec le multipartisme qui est donc remis sur la sellette, comme au moment des premières heures de l'indépendance, là, on continue toujours avec le régime semi-présidentiel et on renforce dans la littérature de la Constitution le rôle du Premier ministre dont on dit qu'il partage le pouvoir exécutif avec le président de la République d'une part et qu'il définisse conjointement la politique de la nation. Et bien sûr, cette Constitution rédigée sous cette forme était beaucoup plus... donnait beaucoup plus de pouvoir à un Premier ministre au Gabon que ne l'était le Premier ministre en France. Docteur Séraphin Mondonga, sauf que pour le cas du Gabon, certains acteurs politiques qualifient cette disposition parlant du régime politique au Gabon comme étant un régime présidentialiste et non un régime présidentiel. Que dire? Je voudrais bien aller lire dans un dictionnaire les définitions de ces deux termes, mais surtout poser la question à ceux-là qui disent que le régime gabonais n'est pas un régime présidentiel. Dites-leur, est-ce qu'ils peuvent vous citer un seul exemple de régime présidentiel où le président de la République est élu au suffrage universel direct et qui a moins de pouvoir que le pouvoir conféré au président de la République dans la constitution actuelle de la République gabonaise? Sauf que dans les conditions actuelles, ces derniers évoquent, par exemple, le fait que ce serait un régime présidentialiste parce que le président de la République aura le droit, par exemple, de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, le président de la République aura le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est le propre d'un régime présidentiel, mais en dehors de la dissolution de l'Assemblée nationale,
le président de la République, que ce soit aux États-Unis, ou le chef de l'État, la couronne, en Grande-Bretagne, nomme les juges. Les juges fédéraux aux États-Unis sont tous nommés par le président de la République américaine. Les magistrats, plutôt les procureurs, et même le procureur général, vous savez qu'aux États-Unis, le procureur général, c'est le ministre de la Justice. Et c'est hier d'ailleurs, le président Joe Biden, avant de quitter la Maison-Blanche, a pris une mesure particulièrement inédite, quasi inédite, celle de gracier à titre préventif des détenus ou des personnalités qui étaient encore en procédure judiciaire inachevée, qui n'étaient pas encore abouties. D'accord. La grâce préventive, si on en parle dans le système de droit latino-germanique, personne ne comprendrait de quoi il s'agit. Parce que la grâce, généralement, elle est accordée lorsque une affaire est frappée de l'autorité de la chose jugée. Ça signifie que c'est jugé de façon définitive. Or, ici, il y a une grâce de façon préventive. Vous voyez bien qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des prérogatives qu'a le président de la République américaine qu'on ne trouve pas dans les autres régimes présidentiels. Et notamment au Gabon, le président de la République, dans la nouvelle constitution, ne peut exercer son droit, le droit de grâce que lorsque l'affaire est définitivement jugée. Vous avez d'autres éléments. En Grande-Bretagne, les membres du gouvernement, certains d'entre eux qui sont en même temps des élus comme membres de la Chambre des communes, le matin, ils sont membres du gouvernement, initient des lois au gouvernement. L'après-midi, ils sont parlementaires, viennent voter les lois au Parlement. C'est une sorte de confusion de pouvoir. Mais c'est ça la constitution dont ils se sont dotés, encore que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. D'accord. Docteur, dites-nous, par exemple, il y a ce projet de code électoral, désormais adopté par le Parlement, tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat. Diriez-vous qu'il s'agit d'une avancée majeure du système électoral gabonais quand on sait que l'organisation des élections est désormais dédiée au seul ministère de l'Intérieur? Mais est-ce que c'est dédié au seul ministère de l'Intérieur? C'est bien ce qui est dit. Il y a le ministère de l'Intérieur d'un côté, il y a une commission nationale électorale de l'autre, et il y a même une commission de révision, de supervision du processus électoral. Il y a les observateurs internationaux et les observateurs nationaux qui sont intégrés dans le projet de code électoral. Je l'appelle encore projet, parce que quoi qu'adopté par les deux chambres du Parlement désormais, mais il n'est pas encore promulgué par le chef de l'État, il n'est pas encore publié au journal officiel, et encore que le chef de l'État, avant de le promulguer, doit requérir l'avis de la Cour constitutionnelle parce qu'il s'agit d'une loi organique. Lorsque cet avis sera donné et que le président de la République aura promulgué la loi et la loi publiée au journal officiel, on parlera maintenant de code électoral. Pour le moment, on est au stade du projet. Et ce projet a toutes ces avancées-là. Il y a le ministère de l'Intérieur qui organise les élections avec tous ces démembrements territoriaux. Ça fera des économies importantes parce qu'ils ont déjà du personnel qui est affecté à la tâche administrative et l'élection aussi c'est une tâche administrative. Et ensuite, il y a les commissions électorales avec une structure nationale, des structures décentralisées comme ça se passait par le passé, qui eux prendront le relais à un moment donné et sous la supervision d'une autre structure qui n'existait pas. Et bien sûr, et le contrôle beaucoup plus général assuré par la Cour constitutionnelle. Vous voyez qu'il ne s'agit là que des instances de renforcement de la démocratie que certaines personnes, soit ils refusent de voir, soit ils ne voient pas du tout. Mais je crois que ceux qui accepteront voir, après avoir donné de telles explications, je crois qu'ils vont commencer maintenant à voir qu'en réalité, il y a un renforcement de la démocratie. Alors, vous parlez de renforcement de la démocratie, sauf que au Gabon, lorsqu'on parle d'une élection et que le ministère de l'Intérieur a la responsabilité de son organisation, au-delà des autres commissions, il est clairement dit qu'un ministre nommé par un président en fonction ou alors candidat à une prochaine élection ne peut malheureusement pas organiser cette élection pour la perdre. Que dire? Les PDGistes l'ont dit. J'ai commencé à être député au Gabon depuis 1990. D'accord. L'élection législative de 1990 avait été organisée exclusivement par le ministère de l'Intérieur, sans qu'il y ait de commission électorale. Et je crois que c'était la meilleure élection législative organisée au Gabon.
Et ensuite, il y a eu d'autres séries d'élections qui ont été organisées au Gabon, et des présidentielles, et des législatives, et des locales, avec l'invention de la première commission nationale électorale et tous ses démembrements. Et je crois qu'il n'y a pas eu une seule année, une seule élection organisée par ces différentes commissions, en dehors du ministère de l'Intérieur qui, lui, travaillait juste en amont, et l'ensemble du processus était régenté par les commissions électorales et leurs démembrements. Et vous avez toujours constaté, vous êtes encore beaucoup jeune, peut-être que vous n'avez pas vécu tous ces événements, mais nous qui avons un tout petit peu désormais de la bouteille, nous nous souviendrons que toutes les fois qu'on a organisé des élections, avec des élections organisées par les commissions électorales, ça n'a jamais été... les résultats ont toujours été contestés. Pour une fois, on vient d'organiser un référendum qui a été totalement organisé par le ministère de l'Intérieur. Et comme on peut le constater, voyez-vous, le résultat est là. C'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé. C'est une première des élections au Gabon qui s'est organisée sans qu'il y ait une contestation présentée, un recours présenté devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que les enjeux étaient les mêmes? Les enjeux, ce sont les mêmes parce que si vous n'avez pas une constitution, vous ne pouvez pas constituer le reste. Parce que la constitution, c'est un socle. Vous ne pouvez pas construire une maison sans un soubassement solide. Et c'est ce soubassement solide qu'il fallait implanter pour que les murs qu'on va élever au-dessus et les différentes dalles qu'on va couler puissent tenir. Monsieur le Président, nous arrivons quasiment au terme de cette deuxième partie d'émission, sinon de cette émission. Que dire aujourd'hui des appels à candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema par l'opinion publique? Mais les appels à candidature qui sont exprimés par les Gabonaises et les Gabonais, notons que le coup de libération a libéré les Gabonaises et les Gabonais. Le coup de libération a libéré la liberté, a libéré la parole. Donc il revient à chacun de s'exprimer librement en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il croit et de ce qu'il pense. Sauf qu'un acteur politique gabonais a dit que Brice Clotaire Oligui Nguema est trop jeune pour devenir président du Gabon. Et il avait souhaité qu'il soit plus vieux pour devenir président du Gabon. Je voudrais d'abord peut-être qu'on revienne sur une question. C'est celle où ils disent en même temps que parce qu'on est militaire, on ne peut pas, comme je le dénonçais d'ailleurs pendant mon discours de vœux, que parce qu'on est militaire, qu'on doit être dans les casernes, on n'est pas fait pour la gestion de la chose publique. Toutes les grandes démocraties de ce monde qui ont traversé les générations ont été l'œuvre des militaires. Sinon, les militaires ont contribué pour installer les grandes démocraties qui ont traversé les générations. Commençons par la première démocratie moderne. C'est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et l'autre jour, je rappelais au président Brice Clotaire Oligui Nguema que le général de Gaulle, lui aussi, c'était un général de brigade. Je n'ai pas voulu dire que le président lui-même était un général de brigade, mais je pensais que lui-même, il a bien vu que ce qu'un autre général de brigade a pu faire, un autre peut le faire. Là aussi, on va dire que le général de Gaulle est d'abord reparti dans les casernes avant que René Coty n'aille le chercher pour venir se positionner pour construire la Ve République. Mais ce qu'on doit faire comme ceux qui ont d'abord laissé échapper leur général avant de courir ensuite derrière, aller le supplier pour qu'il revienne, avec le risque qu'il refuse de revenir, alors que nous l'avons déjà là. Pourquoi ne pas le maintenir pour qu'on puisse continuer avec lui, qu'il consolide la démocratie, et lorsqu'elle sera consolidée, on est à peu près sûr que nous, les civils, qui avions échoué pendant plus de 50 ans, on ne pourra plus déraper, et on pourra maintenant continuer pour que le pays se développe désormais et que la démocratie s'enracine sans reculer. Dans un langage d'éco-sémantique, qu'êtes-vous en train de dire? Je voudrais simplement dire que ceux qui disent que Brice Clotaire Oligui Nguema est trop jeune pour être candidat, la Constitution encadre les âges. Elle indique à quel âge plancher on peut être candidat, à quel âge plafond on ne peut pas être candidat. Docteur Séraphin Mundunga, question fermée. Oui ou non, êtes-vous d'accord ou pas avec la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema? Mon appel personnel, mais également l'appel de tous ceux qui sont mes partisans, pour que nous continuions à insister pour l'appeler à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle.
et le plus tôt il se prononcera, mieux ça vaudra pour nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le docteur Séraphin Mondonga, président du Conseil économique, social et environnemental de transition au Gabon. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants d'émission à passer ensemble pour revenir non seulement sur le fonctionnement de l'institution dont vous êtes la première autorité, mais également sur l'actualité politique nationale au Gabon. Mais je vous remercie également pour vous être intéressé au Conseil économique et social et pour la possibilité que vous donnez pour qu'on donne quelques explications de détail sur les évolutions politiques du moment. Et bien sûr, en fonction de ces évolutions, si c'est encore nécessaire pour le futur, on est bien disposé pour à nouveau venir s'exercer à ces jeux de questions et de réponses, à ces explications qui sont nécessaires parce que moi je suis instituteur, comme je le disais, en pédagogie, la répétition compte beaucoup.